Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec un très grand plaisir qu'on va terminer cette année avec un super essai, super présentation d'un véhicule mythique. Les amis, aujourd'hui on va vous parler de la M3 E30 Cabriolet. Aujourd'hui, pour changer malgré le temps, on a décidé de vous faire une présentation dans un premier temps en interne. On est parti chez un confrère carrosserie Ribeiro à Tourcoing, qui est d'ailleurs, se dit au passage, c'est un excellent travail de carrosserie. On a choisi ce lieu-là pour rester dans l'univers de l'automobile afin de vous présenter ce véhicule-là qui nous a été prêté par un ami. Pour l'occasion, on va vous faire un essai global. Donc pour la première étape, on va rester sur une présentation statique. On va vous parler de l'intérieur, de l'extérieur et surtout de la motorisation. Alors comme vous le savez les amis, pour les fanatiques de Youngtimer et Oldtimer, posséder une M3 E30, c'est un petit peu le Graal. C'est-à-dire c'est le summum en termes de Youngtimer qu'il faut avoir un jour dans sa collection. Ici, dans sa version cabriolet, ce qui va la rendre encore un petit peu plus exclusif. Ce qu'il faut savoir, c'est que la M3 E30 existe également en version limitée. Ce n'est pas les modèles qu'on va vous présenter parce que franchement, ils sont intouchables, on les voit nulle part. C'est des voitures qui roulent même plus. Ici, la version cabriolet a été fabriquée uniquement à 786 exemplaires pour le monde entier. Aujourd'hui, je pense que plus de la moitié ne sont plus roulantes ou n'ont plus de vie. Ici, on a la chance d'avoir un modèle qui n'est pas dans son jus, mais dans un excellent état de restauration. Parfait état également pour le routier, aussi bien que pour la carrosserie. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous lever le capot moteur, il sera en excellent état de restauration. Alors, tout comme la M3 coupé, on va retrouver sous le capot le fabuleux moteur S14 4 cylindres qui a équipé toute la gamme M3 E30 durant toutes ces années-là. Il existe plusieurs versions, catalysées et non catalysées, avec des puissances évoluant de 195 chevaux à 220 chevaux. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est niveau cote, c'est vraiment abusé. La rareté a fait exploser les prix. Aujourd'hui, un modèle tel que celui-là, dans cet état, on touche à peu près à 100 000 euros. Personnellement, je trouve ça un petit peu, même beaucoup, excessif pour ce type de véhicule. Mais comme vous le savez, des fois, avec la passion, on ne compte pas. Les amis, je vous dévoile la bête. Ici, le fameux S14 BMW M-Power. Vous allez voir l'état. On n'est pas sur un état concours, mais on est sur un très bon état de restauration. Comme je vous ai dit, c'est un véhicule qui roule. Le propriétaire en prend soin, il la sort, allez, on va dire une fois par mois. Donc voilà, on n'est pas sur un état neuf concours. Il y a toujours des pièces qui ont besoin d'être changées. Récemment, vous pouvez voir ici le câblage de bougie qui a été remplacé, ainsi que quelques organes internes propres au moteur. Et également aussi, tout ce qui est électricité a été refait. Niveau puissance, on va se l'avouer, hein, les amis, ce n'est pas un foudre de guerre. Ça marche un petit peu, on le verra un petit peu plus tard dans les essais routiers. Mais comme tout Youngtimer, c'est un véhicule à reprendre dans son contexte, c'est-à-dire les années 80. Les amis, BMW M-Power, ça fait toujours plaisir. Et ici, on peut voir que déjà pour l'époque, ce sont des voitures qui possèdent déjà des débitmètres d'air, c'est-à-dire dans le but d'améliorer les performances. BMW était pionnier dans la gestion des calculateurs et de l'électronique en général sur les véhicules. Et puis voilà, on pouvait déjà voir donc ce type d'organe qui vient mesurer le débit d'air afin d'optimiser le mélange air-carburant, c'est-à-dire le ratio air-carburant qui va être injecté au niveau du moteur. Quant à l'ouverture du capot, c'est propre à toutes les BMW E30, c'est pas spécifique à la M3, avec l'ouverture antagoniste. C'est joli, ça fait son effet. Pour travailler, c'est pas plus mal parce qu'on va retrouver de l'espace de part et d'autre. Et si vraiment besoin est, on peut toujours le démonter. Mais la cinématique, l'ouverture et la fermeture reste un truc très sympa, propre à BMW de ces années-là. Également, les E34 avaient ce système d'ouverture de capot. Je vais tout de suite vous le refermer pour vous montrer la cinématique. Vous voyez, hop, ici. Et surtout, on ne vient pas forcer, ça glisse tout seul. Voilà. Particularité, là, on va s'attarder un petit peu plus sur la carrosserie. Comme vous pouvez voir, elle était déjà équipée de la phare. Une certaine option pour l'époque. Bon, bien évidemment, les feux xénon n'existaient pas. Les ailes, elles spécifiques au M3, bien larges, on peut le voir à l'arrière. Ce n'est pas un kit carrosserie, c'est vraiment les ailes typiques M3. Ici, au niveau des jantes, c'est des jantes typées style BBS qu'on va retrouver dans une large gamme de BMW E30, la plupart du temps sur les sportives. Même certaines 324D, on pouvait retrouver
ces types de jantes dessus. Personnellement, je trouve ça match énormément. C'est vraiment le type de jante qui va comme un gant à ce type de véhicule. Sur l'arrière, comme d'habitude, sur le M3, on va avoir ce galbe typique des BMW E30 M3, bien bodybuildé, bien large. Ça donne vraiment un caractère racé. Si vous voulez plus tard, on pourra même vous faire un comparatif parce qu'en atelier actuellement, on est en train de faire une restauration sur une 325i E30. Et bien évidemment, lorsque vous mettez les deux véhicules côte à côte, on peut voir largement la différence. Le M3, le dessin est topissime. Quant à la couleur, les amis, je vous dévoile ça tout de suite. C'est le BMW bleu Macao métallique qui est non sans rappeler le bleu M3 de toute la gamme BMW moderne en M. On va retrouver, c'est un petit peu un rappel historique à ce coloré là. Personnellement, je le trouve criminel. À la lumière, ça vous fait un effet époustouflant. Les amis, je me retrouve dans l'habitacle, que dis-je, dans le cockpit pilote de ce véhicule BMW M3. Pour l'époque, très symptomatique de BMW, tableau de bord incliné vers le conducteur. On va retrouver ces éléments-là, qui a été perdu dans les années 2010 avec le fameux Chris Bangle, dessinateur de BM, qui est venu avec des tableaux de bord plats, comme vous pouvez le voir dans la M5 V10. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'essai qu'on a réalisé Super BC sur la M5 V10 avec les fameux tableaux de bord plats. Aujourd'hui, BMW est revenu à ce type de tableau de bord, mais pour l'époque, c'était déjà quelque chose. Niveau config, siège baquet floqué M, avec, s'il vous plaît les amis, siège chauffant et massant. Option de fou pour l'époque. 4 vitres électriques, c'est naturel sur un cabriolet, on va pas se faire chier à les faire à la main. La capote hyper fonctionnelle, tout fonctionne. On vous fera l'essai de la capote, on vous montrera comment ça donne la ligne décapotée qui est incroyable. Niveau volant, volant BMW M 3 branches, sur ça rien de spécifique, on est sur M de l'époque. Évidemment sans airbag, parce que l'airbag est venu largement plus tard. Niveau cockpit, on va retrouver des choses incroyables pour l'époque, comme le service light au-dessus qui vous donne des alarmes. Ce qu'il faut savoir pour l'époque, avoir des voyants moteurs, c'était quelque chose qui ne faisait pas, tout comme avoir une prise diagnostic. L'autoradio qui malheureusement n'est pas fonctionnel parce qu'on n'a pas le mot de passe. Et le fameux chargeur cassette. Range cassette qui vous permettait de stocker toutes vos musiques. Sinon, à part ça, il n'y a pas énormément de choses qui va différencier une E30 d'une M3 E30, à part le logo M que vous allez retrouver sur le compteur. Sinon, compteur 260, régime max 8000 tours, on retrouve les organes spécifiques au E30 de l'époque. Les amis, dernier détail et non des moindres, la boîte de vitesse. Ici, c'est une boîte spécifique au M avec la première qui se situe en bas. Donc, pour passer la première, on vient faire ceci, deuxième, cela. C'était spécifique, on voulait une boîte type sport avec la fameuse première inversée. Ça, c'est très rare. Ça, c'est très peu fait dans l'histoire de l'automobile. Les amis, je viens de décapoter la M3 E30. Elle est magnifique. Comme vous pouvez le voir, la ligne est incroyable. Alors, quand vous vous mettez de derrière, on peut voir... C'est un profil de fou, que dis-je. C'est top. C'est-à-dire là, les ailes. On peut voir vraiment le galbe de la E30 M3 dans toute sa splendeur. Les compresseurs qui travaillent, les amis, comme je dis, on est dans un atelier. Ça continue de bosser. Il nous faut l'honneur d'être ici, de pouvoir tourner. Donc, il y a beaucoup de carrosseries. Vous allez entendre quelques ponceuses, mais voilà, c'est pas très grave. L'échappement, alors, je vous en ai pas parlé. Sortie classique, 2 pots. Alors, niveau sonorité, c'est pas ouf. Parce que celle-là, c'est une version catalysée. Donc, très feutrée. Il n'y a pas de ligne. Elle est vraiment dans son jus d'état d'usine. Donc, voilà, je vous laisse admirer la ligne du cabrio.
Les amis, on se retrouve au volant de la fameuse M3E30 cabriolet. Je ne cesserai de le répéter, c'est un véhicule extraordinaire. On est en plein dans le mythe des années 80. C'est le Youngtimer par excellence. Je ne vous cache pas que partout où on passe, le côté nous fait des pouces. Rien que ce matin, je suis parti faire le parallèle du véhicule. Le mec m'a dit laisse-moi la piloter ne serait-ce que sur 10 mètres, le temps de la sortir du pont. Et voilà, c'est une voiture qui fait kiffer. C'est-à-dire quand on parle de transmission d'image et d'objets de rêve, elle remplit entièrement son rôle. Maintenant, on est au volant, on est en ville. Tout d'abord, on va vous parler de la conduite citadine. Il ne faut pas oublier que c'est une voiture qui a de l'âge. Donc niveau expérience de conduite, je vais vous dire la vérité les amis, c'est pas ouf du tout. Comme je vous ai expliqué, niveau sensation, c'est pas ouf du tout. On est sur une voiture très rigide, très ragel, c'est-à-dire qu'il faut passer des vitesses, il faut appuyer, quand il faut appuyer sur l'embrayage, il faut appuyer, etc. Très BMW d'époque où l'avantage qu'il y a, c'est qu'on sent très bien la route. Tiens, un collègue en BMW, mais on ne parle pas de la même génération. Donc, comme je vous disais, voilà, vous voyez, je fais demi-tour, c'est très marche arrière, pourtant on est en forme. Mais voilà, c'est encore une voiture qui a quelques années, et que vous dire, ça respire les émotions, ça c'est une voiture émotionnelle. Il se passe quelque chose quand vous roulez avec ça. Et pour l'anecdote, moi-même, j'avais pas une M3, j'avais une 316 coupée E30 en 97-98 et on retrouve vraiment toutes ces sensations de conduite qu'on peut avoir avec ce type de véhicule. Tableau de bord naturellement incliné vers le conducteur, l'inclinaison également du volant qui est légèrement comme ça, vous voyez, c'est pas un volant à 90 degrés. La conduite, les pédales, le siège, tout ça j'aime bien, c'est ce qui fait vraiment le charme des véhicules E30 de l'époque. Niveau confort, on ressent très bien la route. Alors là c'est haut de gamme, vous voyez, cuir, clim, etc. Tout est fonctionnel dans ce véhicule là. On entend beaucoup les bruits d'habitacle, ce qui est normal. Niveau insonorisation, à l'époque c'était pas la priorité. Niveau option, elle a tout ce qu'on peut avoir pour l'époque. Donc chauffage, clim, autoradio, ordinateur de bord hyper important pour avoir les informations. Comme là je vous montre, on a le petit voyant moteur qui s'allume parce qu'il nous manque du lave-glace, d'où le check sur le tableau de bord. Ça se faufile assez facilement dans le trafic. C'est une voiture assez étroite parce qu'aujourd'hui la série 3 elle fait la taille d'une série 5 d'époque. Consommation, c'est pas abusif. Alors faut pas oublier, c'est le 4 cylindres. On est sur le moteur S14. Rien à voir avec les 325i, comme vous pouvez voir dans les vidéos sur lesquelles on est en train de travailler, faire un jeune culasse dessus. 325i, la sonorité est folle. Ici, niveau sonorité, c'est pas ouf. En deuxième partie de vidéo, on va tirer quelques petites accélérations. Voilà, on est vraiment sur un 4 cylindres catalysé où niveau sonorité, ça ne fera jamais le même bruit qu'un 6 en ligne. Ici, on cherchait le compromis entre le poids moteur, la puissance et les performances. Les amis, on est reparti. Hop. Par contre, on sait qu'on roule dans un véhicule de valeur. Donc les amis, on fait pas le con. Vous savez ce que ça coûte. Ça vaut vachement des ronds. Donc on fait pas le con. Voilà, je vais vous mettre une petite deuxième. Vous allez voir, c'est très linéaire. Il se passe pas grand chose. Ça sonne. C'est pas mal. On entend bien les bruits dans l'habitacle. Comme je dis, en plus c'est un câble à sonorisation. Ben, il y en a pratiquement pas. Devant, il y a deux belles caisses. Particularité très importante sur ce véhicule là, la première est en bas. Donc rapport inversé, première en bas, deuxième en haut. C'était pour avoir le côté un petit peu plus sportif, un peu plus intuitif. C'est vrai que au début on a un peu de mal. Au début franchement c'est un peu bizarre. Et après on prend le coup de main facilement. Et on a juste tendance à vouloir passer la première trop facilement lorsqu'on est en bas régime. Voilà. Niveau assistance, ben c'est simple, il n'y en a pas. Je suis même pas persuadé qu'elle possède l'ABS parce que quand c'est sorti, l'ABS n'était pas obligatoire, donc il n'y a pas de ESP, de DTC, d'ABC, YCF, non, rien du tout. C'est une voiture, vous faites plaisir au volant, faire très attention parce que le freinage, il n'est pas approximatif, mais voilà, on ne va pas prendre de risques, on ne sait jamais avec, comme je dis, l'âge du véhicule. Ça freine relativement bien, mais voilà, on ne va pas prendre de risques. N'est pas à l'abri d'avoir une panne ou autre chose.
Et voilà, première en bas, c'est un peu spécial. Vous voyez là, le levier est en haut et je suis en deuxième. Donc on prend le coup de main assez facilement. Et voilà, et pour revenir première, c'est vrai que c'est un peu plus intuitif de faire comme ça. Et voilà, on est sur une voiture à sensation siège chauffant et massant, truc de fou pour l'époque. Et voilà, devant, il y a deux Porsche. Il y a une Porsche Panamera GT, Gran Turismo Break, la Fury. Et devant, il y a une Porsche 996 Cabriolet. Donc deux bolides qui, à mon avis, retournent au concessionnaire. Le Porsche n'est pas très loin d'ici. D'ailleurs, on est parti chez eux il n'y a pas longtemps tourner. Je vous invite à aller voir la vidéo présentation du Porsche Macan. Et c'est très bientôt. Donc niveau sensation, je vous dis, c'est pas un foudre de guerre. Hein, c'est vraiment à remettre dans le contexte. Donc c'est une Madeleine de Proust, c'est un truc qui va rappeler l'enfance pour ceux qui ont eu la joie d'avoir un papa comme mon père, paix à son âme, qui possédait également une 30 318 pour l'époque. Et on a ce côté vraiment, on le retrouvera jamais dans les voitures modernes. Mais voilà, c'est pas avec ça qu'on fait 400-500 km d'un coup. C'est hyper pas confortable sur les longs trajets. On sent toutes les bosses, on sent tous les trous, malgré l'état irréprochable du véhicule. Les amis, pour terminer ce magnifique essai, on va débriefer un petit peu sur le véhicule. Les points positifs, les points négatifs. Je vous avoue, en toute franchise, je suis quand même déçu. J'avais le mythe, je pensais que ça marchait très bien. C'est comme c'est comme un petit peu rencontrer ses idoles. Des fois, il ne faut pas. Mais j'ai quand même eu prendre plus plaisir à ce volant. Alors quand on compare avec des caisses modernes en termes de perf, c'est vrai qu'on est loin. À l'époque, le S14, le 0 à 100 était annoncé en 8 secondes 5, ce qui est une éternité pour aujourd'hui. Sachant que c'est un moteur qui peut avoir beaucoup d'évolution. Il ne faut pas oublier que BMW à l'époque s'intéressait au DTM à la course, était obligé de sortir des caisses d'usine avec des moteurs spécifiques pour homologuer des versions course. D'où le S14, c'est un moteur sur lequel si on met de la pièce, on peut aller chercher des tours de ouf. Je vous invite à voir quelques essais sur YouTube, vous allez voir, c'est un moteur rageux. Malheureusement, dans sa config d'origine, c'est un moteur qui ne fait pas rêver. En termes généraux sur le véhicule, quand on regarde la cote actuelle, c'est une cote qui a explosé parce que ça reste le Youngtimer par excellence, que ça soit en cabriolet ou en berline. Dans les deux cas, c'était un super VC, j'ai pris plaisir à ce volant, ça m'a rappelé également ma jeunesse. J'avais pas une M3, mais j'avais bien une 30. Donc les amis, alors si vous avez la chance de pouvoir en conduire une, je vous invite à le faire parce que ça reste très plaisant. C'est très mécanique, on sent tout ce qui passe. Voilà. Sachant qu'il en reste très peu. On n'en voit plus, surtout dans cette config là. C'est magnifique. Bleu Macao, la config elle est ouf. Elle reste à l'atelier. Donc pour tous ceux qui souhaitent venir la voir, pas de problème, vous passez là, ici au showroom à l'accueil avec les autres véhicules à vendre. D'ailleurs, il y a même un E36 328i. Donc si vous souhaitez la voir, si vous êtes dans le coin, passez boire un café. J'aurai plaisir à vous la décapoter. À la prochaine.